Bonsoir. Alors, en fait, un jour, j'étais en voiture et il y a à la radio un homme politique qui a dit comme ça, c'était pendant les manifestations des retraites, et il a dit « il faut arrêter avec la lutte des classes. La lutte des classes, c'est un ancien schéma, ça n'existe plus, il faut passer à autre chose. » Et alors, la radio a cette forme, parce que la voix est toujours... on a l'impression que la voix, elle s'inscrit, elle ne bouge plus, alors que l'image, en fait, on aurait eu un présentateur qui l'aurait amené ailleurs, etc. Et je me suis mis à crier. Et non pas que je sois marxo, trotsko, communaux, quoi que ce soit, mais je me suis mis à crier parce qu'en fait, moi, je trouve que c'est l'inverse. Et je suis vite allé voir cette pièce que je connaissais, qui était donc Tête ronde et tête pointue. Et je l'ai relue. Et je me suis dit que c'était vraiment ça qu'il fallait monter, parce que j'entendais beaucoup ça. Et voilà. Donc Tête ronde et tête pointue, c'est une pièce qui a été écrite par Brecht en 1936. Il n'en a pas écrit. Il en a écrit deux d'ailleurs. Il a écrit d'abord tête pointue et tête ronde. Et puis la pièce était un petit peu trop brutale, un petit peu trop archaïque. Donc il en a réécrit une autre qui s'appelle Tête ronde et tête pointue. Alors c'est l'histoire d'un pays, c'est une fable, hein, c'est le pays Yahoo, où il y a un vice-roi qui a très mal géré son pays et qui est aussi un grand propriétaire terrien, et il s'aperçoit qu'il y a une révolte. Enfin, son ministre lui dit qu'il y a une révolte qui est en train de se faire du côté des paysans et qu'il faudrait faire quelque chose. Donc il ne veut pas le voir et puis il se rend compte que ça chauffe drôlement. Donc ils ont décidé de prendre un nouveau ministre qui s'appelle Ibérine, et qui, lui, a une thèse formidable, qui est que, en fait, pour séparer cette révolte qui est très présente, ils vont pratiquer la politique du bouc émissaire, c'est-à-dire pousser les uns contre les autres. Donc les têtes rondes contre les têtes pointues. Et en fait, ça va marcher. Ça va si bien marcher qu'en fait, le vice-roi va revenir à la fin et va récupérer son pays, son pactole, et va repousser de côté Ibérine. Alors évidemment, il l'a écrit en 1936. Ça a des résonances très fortes sur ce qui se passait à l'époque en Allemagne. La faiblesse de la pièce est forte parce qu'elle parle de ça. C'est une pièce de combat. C'est Éloi Recoing qui dit ça. Il dit, parce que je disais, on peut couper, il y a des choses qu'on peut enlever. Et il me disait, il écrit vite et mal. Et je trouve que c'est la force de la pièce. C'est que tout d'un coup, il y a une énergie de combat là-dedans qui est qui est très enthousiasmante, à la fois quand on la travaille et j'espère quand on l'écoute. Voilà. C'est une pièce sur l'argent, c'est une pièce sur le combat des classes sociales, et c'est une pièce sur la mise en abîme de la politique du bouc émissaire. La faiblesse de la pièce, c'est que Brecht n'a pas vu venir la catastrophe. Quand il l'a vu venir, il a écrit l'autre pièce, juste après, qui est l'irrésistible Ascension d'Arthur Louis. Voilà, c'est une pièce qui dure 3 heures, qui est réjouissante, mais pas que. Il y a de la musique. C'est Eisler qui a écrit la musique, mais on n'a pas pris la musique d'Eisler parce qu'on le chante en français. Parce que je sais pas, je trouve que quand on chante Kurt Weill en français, ça fait un peu comme Dalida, quoi. Je trouve qu'il y a des choses qui vont pas ensemble. Donc c'est un musicien avec qui je travaille souvent, qui s'appelle Arthur Besson, qui a recomposé la musique. Donc on la chante en français. Voilà, et c'est une bande d'une dizaine d'acteurs avec qui je travaille depuis un petit moment. Voilà.